Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Slimane Thiera. Et Slimane, c'est un militant antiraciste. Alors, vous me direz pourquoi on va parler un petit peu de politique, on va parler de racisme. Pourquoi sur ce podcast-là, qui plutôt une tendance spirituelle? Parce que moi, depuis le départ, je parle de la fraternité, je parle du fait d'être tolérant, je parle du fait d'accepter l'autre dans sa différence, notamment dans sa différence confessionnelle, dans sa différence religieuse. Et du coup, on va forcément toujours se questionner, s'interroger. Pour moi, c'était important d'accueillir une personnalité qui s'est interrogée sur comment on accueille l'autre dans sa différence, comment on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, comment on arrive à être dans la fraternité, dans toutes nos différences. Slimane a écrit un livre qui s'appelle La fin des potes, l'autopsie. C'est toute une autopsie derrière d'un universaliste. Je crois qu'il s'appelle L'autopsie d'un universaliste, qui a vraiment une vision du monde global avec des valeurs importantes, et il va nous apporter plein de choses, tout un regard. Dans cette interview de Slimane, on n'est pas que dans l'antiracisme, on est dans sa vision du monde politique, qui est très claire, dans son engagement. Il faut comprendre, j'ai dû l'interviewer là-dessus, pour comprendre ce qu'il défend lui. On va comprendre aussi c'est quoi avoir une mission, et comprendre aussi que quand on est hyper investi dans une mission, et ça c'est quel que soit notre combat, il y a des hauts, il y a des bas. Et ça, c'est important de l'écouter. Et après, d'écouter sa vision aussi des spiritualités africaines. Évidemment, j'ai dû l'interviewer sur ces parties-là, comment lui, il le vit dans son quotidien, comment il a grandi avec différentes cultures. Je vous souhaite un très bel épisode. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour Slimane, merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Donc Slimane, tu es l'auteur de La fin des potes, un ouvrage qui parle en fait de ta lutte antiraciste et tout ton parcours en fait dans ce cheminement-là, toutes tes valeurs, tous tes doutes aussi, toutes tes interrogations et la vision que tu as aussi sur cette cause aussi dans l'avenir. Au moment où on enregistre, on est en plus le 20 janvier en France, c'est une date aussi quand même très particulière pour enregistrer sur la question du racisme et pour lequel l'État français a un virage, somme toute, malheureusement pas surprenant, mais assez triste. Donc, je pense qu'il y aura aussi en fonction de l'actualité, je vais devoir de toute façon t'interroger un tout petit peu. Donc, Slimane, est-ce que tu peux, toi, te présenter avec tes mots? Alors, moi, c'est Slimane Thiera, je suis auteur chez Mindset Édition. C'est une belle maison d'édition créée par Julie Denez et du coup j'ai écrit mon premier livre il y a un peu plus de 2 ans, la fin des potes au-dessus d'un universaliste, où j'ai écrit un peu mon parcours qui est fait d'engagement citoyen, associatif, politique et autres, donc sur nos valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et le combat laïque, bien sûr. Et toi, dans ton ouvrage, on voit que tu es d'origine, par contre, du Mali. Ouais. Donc ta famille est malienne. Dans ton ouvrage, il y a un passage très touchant sur ta grand-mère que tu as juste pas rencontrée, qui apparemment te ressemblait. En tout cas, vous aviez des traits de visage communs. Donc, c'était très touchant aussi ce passage où tu pars dans ton village. Donc, toi, tu as grandi, par contre, en banlieue parisienne. Tout à fait. Comment toi tu vis cette différence culturelle? Comment toi tu l'appréhendes, ado et jeune adulte, avant de devenir militant? Avant de devenir militant, c'est vrai que moi j'ai toujours été baigné dans la culture soninké, c'est l'ethnie malienne. Ils sont pas qu'au Mali, mais ils sont dans plusieurs pays ouest africains. Et du coup, au Mali, il y a une grosse communauté. Je suis dans une région où il y a une grosse communauté soninké très forte. Donc, du coup, j'ai grandi, j'ai baigné avec la langue, la culture, la musique, toute cette culture soninké malienne et puis du sous-continent qui m'a permis de voir que j'avais une double culture, mais je faisais pas de distinguo entre la culture française et la culture malienne parce que ça allait de soi, il y avait aucun problème
dans ma jeunesse à naviguer entre les deux, entre ma culture malienne et mon ethnie soninké, puisqu'au Mali, il y a plein d'ethnies, plein de langues, et une riche culture, c'est un carrefour du monde. Et la France, la banlieue, Épinay-sur-Seine, où j'ai grandi, j'ai vécu. Je suis né à Saint-Denis, juste à côté, en Seine-Saint-Denis. Le 93, la Seine-Saint-Denis, pour ceux qui ne se situent pas où c'est géographiquement, c'est la banlieue nord-ouest de Paris. Donc Épinay, c'est nord-ouest, limitrophe du 92 des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Donc j'ai pas ressenti de choses chargées à l'école, dans mon entourage quand j'étais jeune. Et en fait, c'est en grandissant que je me suis aperçu qu'il y avait une perception différente des autres, l'apprentissage que j'avais une couleur de peau, que mon ethnie était quelque chose de particulier, que mes parents sont originaires d'un pays qui n'est pas la France. En plus, ils n'ont pas de carte de nationalité française, ils ont un titre de séjour long. Donc voilà, c'est après quand on grandit, plus on grandit, plus on voit la complexité de ça, et c'est ça qui rend petit à petit mon engagement. Quand je voyais que mes parents, par exemple, faire des papiers administratifs c'était compliqué, que l'institution scolaire c'était compliqué, que un certain nombre de démarches parce que il y a un présupposé qu'ils ne comprennent pas bien le français ou qu'ils comprennent pas trop les institutions, etc. Donc c'est là où quand on accompagne ses parents ou ses proches dans les démarches administratives dans les institutions françaises qu'on voit qu'il y a une différence. Et puis plus tard, quand j'ai été à l'Assemblée nationale, comme je l'écris dans le livre, j'ai rencontré une de mes tantes qui, elle, nettoie l'Assemblée nationale et moi qui y va en tant qu'assistant d'un parlementaire. Et du coup, ce croisement-là des mondes et cette fierté qu'elle avait dans ses yeux que je sois à l'Assemblée nationale pour autre chose que de faire du ménage et de nettoyer des endroits particuliers. Donc, comme d'autres immigrés venus d'ailleurs. Donc, elle était très contente de me croiser un matin. Elle rentrait, elle finissait son service et moi, j'arrivais pour commencer mon service à l'Assemblée. Du coup, c'est à ce moment-là, c'est ces croisements-là que je vois, par exemple, des oncles ou des tantes, soit qui sont dans le nettoyage, soit dans la restauration, soit dans autre chose, dans des boulots d'ouvriers ou d'employés. Et puis moi, j'ai gravi des échelons, je fais des études, et puis pareil, je suis le premier de ma famille au sens strict du terme à faire des études supérieures. Donc, ça veut dire que je suis le premier à avoir un bac+5 à l'université française. Pareil, c'est un changement de paradigme qui est important pour mes parents, mais eux, ils m'ont toujours soutenu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Donc voilà, en fait, c'est un peu cette évolution sociale et culturelle qui est un peu particulière, sans avoir dit que j'étais victime de racisme et de discrimination, parce que je l'ai pas vu directement. Mais c'est sûr que j'ai dû y avoir droit, parce que j'ai jamais calculé ce racisme et cette discrimination, parce que je l'ai pas vu de face. Mais je sais que pour toute personne de couleur, d'origine différente, de religion différente, on a été victime. Et c'est pas un discours victimaire parce que je ressens rien, j'ai pas de ressentiment envers ça, mais on a dû subir des discriminations indirectes, du racisme indirect, sans qu'on le sache parce qu'on n'a pas, on s'en foutait, on était engagé et puis je l'ai vu en fait en vrai quand je suis rentré à SOS Racisme et à la Maison des Potes, tous les mécanismes qui font que certains étaient mis de côté dans l'emploi, dans les loisirs, dans les services. Parce que là, ça, tu vas mettre, je me permets, tu vas appuyer sur plusieurs facteurs. C'est que tu habites en ville, et ça, c'est un énorme facteur. C'est un énorme facteur. Je rebondis sur deux choses sur ce que tu partages. Déjà, tu repartages que tu es d'une ethnie particulière du Mali. Et ça, c'est toujours très important parce que, alors, moi, tu sais que mon mari, il est burkinabé. Et tu veux énerver mon mari, tu lui dis, vous les Africains. Et déjà, il a son cerveau,
ça veut rien dire. Comme on vous dit, vous les Européens, moi je parle même pas bien anglais, je connais rien de la culture hongroise, ça veut rien dire vous les Européens. Et ça c'est hyper important, c'est dire tu viens du Mali, d'une ethnie particulière et potentiellement, j'imagine bien d'une famille particulière, détentrice de savoirs particuliers, je vais encore utiliser le terme d'une caste particulière, voire même d'une spiritualité, gardienne d'une spiritualité particulière, quand bien même tu es de confession musulmane, hein, tu partages en Afrique, on est gardien aussi de savoirs ancestraux en complément du savoir musulman. Et je trouve très beau aussi ce que tu dis, ce que je rebondis sur la notion de la ville, c'est quand mon mari il arrive en Suisse, donc on parle de ça il y a 5 ans. On arrive en montagne ensuite. Moi, j'avais ma maison à 1300 mètres et j'apprends au bout d'une semaine que les voisins hésitent, donc ils s'installent chez moi. Moi, j'ai pas de faire de rapport sur qui arrivent chez moi, qui emménagent chez moi. J'ai pas le dire. Et j'apprends que mes voisins veulent appeler les gendarmes parce que j'héberge un sans-papier. Et on en est encore là. On en est encore là. Donc, c'est difficile après d'être sympa avec les voisins. Hein. Difficile, voilà. D'autant plus que la Suisse, image très sympathique, la démocratie aussi, mais c'est un pays où l'extrême droite est très puissante, très présente. Donc, c'est pas un pays, voilà, au-delà des vaches Milka et des montagnes, mais il y a ce terreau-là aussi, pas forcément très sympathique. Donc, ça relève aussi que, voilà, nous, mon premier fils qui est métis, plus à la campagne, c'est beaucoup plus présent. Et là, je rebondis sur ce que tu vas ouvrir sur la fin des potes. Ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est qu'aussi, c'est pas que du racisme. À un moment, quand j'ai commencé à lire, évidemment, quand on est blanc, c'est toujours compliqué d'appréhender le racisme. Mais même, je te dirais, des fois, j'ai oublié de t'introduire même avant, c'est dire les mots qu'on utilise, faut faire très attention, pas heurter sans le vouloir, parce que même fois, plein de bonne volonté, on peut avoir des mots qui sont déplacés. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, quand j'ai commencé ton livre, il y a un moment, c'est pas que de l'antiracisme, ton livre, parce qu'en fait, c'est toute personne marginalisée. C'est-à-dire que dans ton livre, on se retrouve en tant que femme. Il y a des combats que tu mènes, je te dirais, mais Slimane, moi, en tant que femme, je sais ce que tu as vécu. Et en tant que maman d'un enfant en situation de handicap, donc un enfant marginalisé dans la société, il fait partie de ton ouvrage. C'est un ouvrage de toute personne qui n'est pas, qui a une forme de handicap, qui a une forme de différence par rapport à des normes de société. Et il m'a énormément touchée pour ça, ton livre, parce qu'il parle de toute différence. Oui, c'est vrai que, en gros, on a beaucoup d'identités. J'ai essayé de retranscrire mes identités à date. Après, on évolue avec le temps et les identités. Et tu as raison de dire que moi, je suis un gars des villes, même si c'est une banlieue. On est beaucoup plus favorisé que ceux de la périphérie ou voire d'outre-mer. Où j'en parle, je dis c'est dommage que j'ai pas plus faire de combats communs avec les compatriotes d'outre-mer ou les compatriotes d'origine asiatique ou d'origine rome, ou parce qu'en fait on était dans un combat ethno-racial maghrébin noir plutôt. Mais ça ne veut pas dire qu'on avait oublié ces populations-là, mais c'était juste que on pouvait pas tout faire, on peut pas être partout et on peut pas tout faire. Et c'est vrai que pour resituer, tu as raison, au-delà du racisme et de la discrimination, parce que c'est une clé d'entrée, moi je m'intéresse toujours aux invisibles. Comment faire en sorte de rendre visibles ces invisibles? Tout ce que tu viens de dire, les femmes, les différentes minorités religieuses, les différentes minorités spirituelles, les différentes minorités de genre, etc. Donc c'est vrai qu'un engagé ou une engagée peut se reconnaître dans mon parcours par bribes ou par chapitre ou parce que en fait on a tous vécu un peu ça en chambre. Et j'ai essayé de retranscrire le mieux mon état d'esprit et mon mood du moment, qui est un peu sombre, c'est vrai, un peu déprimant parfois, et à la fin un peu lumineux. Je mets un peu de lumière, c'est un peu spirituel le livre, un peu, parce que il y a ces valeurs utopistes que j'ai toujours, l'égalité, la liberté, la fraternité, et j'aimerais qu'on aille vers plus de ça, vers plus ces objectifs-là que d'être dans le séparé mais égaux. Et du coup, en fait, c'est juste un point d'étape d'une carrière professionnelle et militante riche en aventure, en tournée. C'est pour ça que je parle des souffrances, les souffrances,
les maux, et les souffrances, toutes les catégories de la France qui peuvent être touchées. Un blanc populaire peut être touché, un blanc des quartiers peut être touché, un blanc de ruralité peut être touché parce qu'à un moment donné, on a tous vécu un, une forme d'injustice, une forme de blessure que la société n'arrive pas à prendre en compte. Et du coup, moi, c'est vraiment un ode à la fraternité. Et c'est un peu un slogan spirituel, c'est-à-dire moi, je suis plus porté sur la fraternité que sur la liberté et l'égalité. Je trouve qu'on n'est pas assez en lien. Et pour moi, c'est spirituel, cette solidarité qu'on doit avoir avec l'autre, cette fraternité qu'on doit avoir avec l'autre, universelle, c'est-à-dire quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, notre religion ou pas, bah, de s'unir sur des projets ponctuels ou durables et de s'unir. Et puis après, si on doit se séparer parce que on a fini ces combats, on se retrouvera plus tard. Qui sait? Ça, on sait pas. Mais du coup, bah, ce livre, c'est vraiment décoder un petit peu des mots que ma génération de 87, entre guillemets, les plus anciens et les plus jeunes. Donc, on a vu les débuts d'Internet, les débuts des consoles, le changement de modèle du disque maintenant à la tablette, au portable. Ça, on l'a vécu. Il y en a qui n'ont pas vécu cette période transitoire du franc à l'euro, etc., etc. Plein de choses que les nouvelles générations n'ont pas vécues et que on a aussi vécu un petit peu ce que les anciens ont vécu. Ils ont connu le franc, ils ont connu une autre époque et du coup ils ont connu le Minitel, je l'ai connu sur la fin. Donc voilà, on est passé d'un ordinateur maison à un ordinateur portable, voire un téléphone portable qui peut tout faire. Donc et ça, on a vu ces transitions-là et pareil, on a vécu cette transition dans le monde militant qui est avant les gens étaient animés par une foi citoyenne, collective, universelle. Et j'ai vu se désagréger les combats, chacun dans sa catégorie, les LGBT ensemble, les blancs ensemble, les noirs ensemble, les maghrébins ensemble. Et après, il y a des parcellisations, des femmes noires, des femmes maghrébines, etc., etc. Il n'y a plus de commun. Et j'ai vu cette balkanisation, cette division du monde de la fraternité, de l'égalité. Et après, ça peut être bien, hein, mais je dis pas qu'avant c'était mieux. Peut-être que c'était des choses qu'on n'avait pas vues, mais peut-être que là, la voie qu'on doit entreprendre, c'est de se rassembler, d'avoir une voie du milieu, malgré le contexte qui est un peu difficile. On sort d'une marche aujourd'hui pour la liberté, l'égalité, la fraternité sur la loi immigration, qui synthétise un peu ce que tu as dit, genre il y a une partie de la société, en tout cas française, qui est divisée entre est-ce qu'il faut la solidarité nationale que pour nous, Français, ou il faut la partager universellement avec même ceux qui sont sans papier ou qui souhaitent s'installer en France ou qui sont détenteurs d'une carte d'un titre de séjour comme mes parents. Du coup, est-ce que je dois me partager, moi, français, j'ai pas de double nationalité, je suis passeport français, carte d'identité française, bénéficiant à 100% de la solidarité nationale dans les transports, dans le logement, dans le travail, dans les loisirs, etc. Et puis mes parents d'un autre côté, qui eux seraient, ou mes cousins qui veulent venir, qui seraient discriminés parce que étrangers vont devoir payer encore plus pour faire leurs études, galérer pour trouver un logement, voilà. Ils le sont déjà discriminés, dans le sens où obtenir un visa, c'est déjà compliqué. Enfin, obtenir un visa, c'est un business. Enfin, c'est une catastrophe, c'est honteux ce processus-là. Dans mon livre, hein, j'explique moi un tout petit bout de passage quand mon mari doit obtenir son visa pour me rejoindre et qu'à un moment, ils ont perdu son passeport entre Abidjan et Ouaga. Puis à un moment, ils disent on est parti en vacances à dans un mois.
T'es là, mais mec, on peut pas faire ça. Enfin, moi, j'ai contacté. Faut vraiment être un nerveux derrière. J'étais assez nerveuse pour appeler l'ambassade. J'ai ameuté, mais faut s'énerver derrière parce que c'est pas possible. Est-ce que en Europe, on me dirait, attends, en fait, t'as fait ta demande de visa, en fait, t'es à Paris, mais en fait, il est parti à Marseille. C'est mieux si tu vas le chercher à Marseille, mais dans un mois parce qu'on est en vacances. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. La discrimination, elle est déjà énorme. Et du coup, c'est d'encore plus l'enfoncer. C'est que c'est déjà, on va en Afrique sans aucun souci. On a peut-être des petits frais pour pas avoir un visa, mais on n'a pas de problème de visa. L'inverse, c'est dramatique. Et ouais, et renforcé par une loi injuste. On verra ce que le Conseil constitutionnel va dire. Et du coup, c'est une question qui va être importante. Si le Conseil constitutionnel valide la loi telle qu'elle a été votée, bah, elle officialise la discrimination d'État envers ceux qui sont détenteurs d'un titre de papier de nationalité française et les autres. Et du coup, ça, c'est problématique et c'est une entorse, selon moi, à la Constitution voulue par De Gaulle, où il y a la solidarité nationale, elle est pour tous ceux qui sont sur le sol français, qui soient sans papier ou détenteurs d'un titre de séjour, d'un visa ou bien de français de papier, donc avec des papiers, titre de séjour, enfin carte d'identité et un passeport. Donc on va voir prochainement, je crois que c'est le mois prochain de mémoire, et on verra ce que va dire si on inscrit cette discrimination à cause de l'évolution de la société française qui entre guillemets, après je sais pas qui ils sont qui, mais est d'accord avec cette loi en majorité. Et bah, j'ai vu cet après-midi les forces vives, les ONG, etc. Et ça fait plaisir de voir toutes ces forces réunies, syndicales, etc. Bah, revenir à des choses que j'avais oubliées même. J'avais oublié que cette France fraternelle existait encore et qu'elle n'était pas que dans la conflictualité. Elle est à la fois dans la protestation normale, légitime, comme tu le fais, Virginie, et deux, elle est dans une phase aussi de proposition d'un contre-modèle de société. Et j'ai bien aimé le titre de la manifestation, la marche pour l'égalité, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je trouve que quand on met du pour, dans mon livre, il y a beaucoup de pour. Je suis jamais en contre. Je déteste dire contre parce que en fait, ça détruit. Alors que le pour, être pour quelque chose, pour que les gens adhèrent, ça c'est plutôt cool. Là, l'extrême droite dit bien, ils sont pour la préférence nationale. Ils disent pas, ils sont contre les immigrés ou contre les étrangers. Ils disent pour la préférence nationale, vous inquiétez pas, les Français qui ont un passeport et une carte d'identité française, vous n'êtes pas concernés. Mais les autres, on s'en fout. Priorité pour les Français et les autres, bah, c'est pas notre sujet. Et eux, ils ont un discours positif vis-à-vis de ceux qui écoutent leur chant. Nous, on est toujours en contre. On est divisé. On est ridicule. On est dans des, on est même, on en vient à se clasher entre des gens qui s'apprécient dans la vraie vie. Et je trouve que là, le temps est venu de plus s'invectiver et de débattre cette gauche, on va dire, ou moi, je dirais plus largement, tous ceux qui sont républicains, plus que la gauche, tous ceux qui sont pour la République, ses valeurs, doivent se rassembler de gauche comme de droite pour se dire, la République, elle peut être menacée. Parce que si on touche à ceux qui ont rien, qui n'ont pas de droit, ben on va commencer par ceux qui sont immigrés de 5e génération, puis de 4e, puis de 3e, puis de 2e, et ça va aller où après? Là, on ouvre la boîte de Pandore à quelque chose de très dangereux pour tous ceux qui veulent vivre en paix en France. Et ouais, il y a quelque chose. Puis chez vous, c'est pas. Enfin, chez vous, c'est terrible parce que je suis française à la base. Ça fait que 15 ans que je suis ici, Et cette semaine, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que j'ai précisé la date parce que c'est une semaine très particulière. Il y a eu aussi cette semaine notre président, parce que je suis encore française, qui parle de ce réarmement quand on parle de la fertilité.
Et c'est terrible parce que c'est exactement ces fameuses boîtes de Pandore. Même en tant que femme suisse, on en a parlé à mon travail, et ça vient attraper quelque chose d'une peur viscérale. On parlait de cette série, nous on rigolait en disant, enfin on rigolait jaune en disant ça y est, on va rentrer dans Gilead. Parce que ce qui se passe en France, à un moment ça arrive, mais à un moment c'est de dire, ok, mais en fait tu touches un tout petit peu à ça. Puis du coup évidemment, on se dit ça commence comme ça aux États-Unis, et après on arrête l'avortement. Et il y a une sorte de phase. Est-ce que tu n'as pas peur, toi? Moi, c'est ma crainte, Slimane, c'est qu'on arrive dans une période où on va perdre. On va perdre. Et en tant que femme, on va perdre. Et il faut s'engager. C'est la première fois que j'ai peu eu de combats militants. Mais moi, cette semaine, je me dis, mais il est peut-être temps de quand même monter au combat, notamment pour défendre les femmes, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je crois au sursaut citoyen. C'est-à-dire que malheureusement, moi, j'ai commencé vraiment à être à me réarmer intellectuellement et de manière militante grâce à Nicolas Sarkozy, qui faisait des déclarations aussi fracassantes. J'étais beaucoup plus jeune, bien sûr, j'avais une vingtaine d'années. J'entendais Nicolas Sarkozy, ministre sous Chirac, et Nicolas Sarkozy, président de la République. Ça a réveillé toute une génération qui s'en foutait complètement de tout et de rien, comme moi. Donc on avait une oreille, mais on faisait nos trucs assez tranquilles, quoi, festifs, sportifs, culturels. Voilà, on vivait. Et puis quand lui, il est arrivé dans le champ en parlant de plein de choses que Macron reprend, justement, ça nous a réveillés. Hein. On a allé manifester, on s'est engagé pour l'égalité, à SOS Racisme, à la Maison des Potes, dans d'autres structures. Il y en a qui se sont engagés en politique, quel que soit le parti, et parce qu'ils se sont dit non, là, ça peut pas continuer comme ça. Faut que faut s'unir et faut se réveiller parce que nos droits sont en jeu. Nos ancêtres qui n'étaient pas noirs pour le coup, mais qui étaient blancs, ont fait des avancées sur les droits. Ils ont fait le Front populaire, ils ont fait un certain nombre de libérations pour les femmes, les minorités, pour les immigrés, etc. Le RNI, le RSA maintenant, etc. Ils se sont battus à contre-courant, la peine de mort, etc. Et je pense que c'est ce genre de discours, selon moi, ça doit être plutôt vu d'un point de vue positif pour les militants, pour dire aux gens, bah oui, il y a des limites et là peut-être qu'on n'a rien fait, on a laissé un peu court à la vie citoyenne classique en se disant ouais, c'est pas grave, il va rien faire, c'est que des déclarations, c'est que des... Et là on voit qu'en fait non, il est vraiment sérieux. C'est-à-dire que le président de la République est vraiment sérieux, c'est le président de la République. Et du coup, il dit ça, il a pris tout son temps pour dérouler son discours la semaine dernière. Il y tient, ça se voit que c'est pas genre il va naissant, le lendemain, c'est pas TikTok, lui. On peut dire plein de choses d'Emmanuel Macron, on peut ne pas aimer sa politique, mais il tient ce qu'il dit. Exactement. Et il fait pas du sensationnel. Lui, par contre, quand il tient quelque chose, il y va. Et ouais, et c'est pour ça que je dis que ça réveille de vieux militants. Parce que bon, là, j'ai vu qu'il y a de vieux militants qui se sont un peu endormis à Sagy. On va dire, j'en fais un peu partie parce que je bosse dans quelque chose de grand. Et du coup, j'ai pas trop le temps de trop me concentrer sur cette tâche-là. Mais c'est aller un peu loin pour moi en tant que républicain, des propos qui met un coup de canif à notre programme commun issu de l'après-guerre. Donc pour moi, s'attaquer au social, s'attaquer à l'éducation, s'attaquer à la santé, s'attaquer au vivant avec l'écologie, s'attaquer à un certain nombre de choses que j'ai dit le corps dans le livre. Je rentre pas profondément parce que ça fait l'objet d'un second livre où lequel je vais m'étendre plus sur mon engagement politique depuis le lycée jusqu'à maintenant, où là je vais plus être frontal avec ce que j'ai vécu par rapport à cette question-là, et j'y répondrai dans ce livre. Mais moi, mon avis, c'est je sais que là, il y a un certain nombre de personnes, d'organisations qui se lèvent et qui soulèvent. Il y a des pétitions,
il y a une organisation sur les réseaux sociaux, il y a des gens en réel qui manifestent comme aujourd'hui, ça s'organise, ça milite, ça se réarme intellectuellement, pour le coup. Il y a un réarmement civique, mais du bon côté de l'histoire. Et du coup, la Troisième République, comme il l'a cité, Emmanuel Macron, c'est pas que le côté réactionnaire et autoritaire, mais c'est aussi des grandes lois de liberté, que ce soit pour l'égalité de traitement de tous, que ce soit pour la liberté d'expression, d'association, la liberté de conscience, etc. Et sur la fraternité, d'avoir mis en place des choses comme la liberté de créer son association, etc. La Troisième République, c'est plus que l'ordre et le réarmement, c'est aussi des choses très positives qui perdurent jusqu'à maintenant. Donc, la Troisième République, c'est une grande république éphémère, mais qui a conduit des belles politiques sociales et civiques qui perdurent. Et du coup, ce côté-là, des grandes organisations qui sont nées à cette époque-là, comme Léo Lagrange, comme un certain nombre de mouvements d'éducation populaire, qui se réveillent et qui font des choses. Il faut qu'on s'organise, et là, on s'organise, et je trouve que c'est un bon moment. Comme moi, par le passé, quand Sarkozy m'a réveillé de ma torpeur avec mes amis, bah, il y en a qui, grâce à Macron, pour le coup, grâce au président Macron, vont battre le pavé, faire des choses, et puis là, je dis bien grâce, parce que c'est son discours qui fait qu'il y a des gens qui en peuvent plus et qui se disent c'est pas possible. Ce qui est terrible, c'est après, en ayant par exemple beaucoup voyagé au Brésil avec Bolsonaro, moi j'ai fait la fête le jour où il n'a pas été réélu. Mais c'est aussi les séquelles que des présidents comme ça peuvent laisser. On se dit, oh, on verra s'il sera réélu ou pas, que sais-je, mais ça fait quand même des dégâts sur des mandats. Et effectivement, il faut se réveiller. Et ça fracture, et dans mon livre, j'en parle de ces fractures que j'ai rencontrées pendant plus de 10 ans sur le territoire français, sur ces notions d'égalité. Ça a eu pour répercussion de faire élire Emmanuel Macron, parce que j'en parle, je dis tout ça là, gauche, droite, parce que j'ai fait un mandat de Sarkozy et un mandat de Hollande, et je m'étais dit, parce que mes écrits sont plus anciens que la sortie de mon livre, bah, je me suis dit qu'il y a de la place pour un mouvement nouveau qui pourrait prendre le pouvoir. Tu le dis à la fin, ouais. C'est écrit à la fin, ouais. Ouais, t'étais un peu prophète. Je savais pas, mais après, quand j'ai vu Macron président, ça m'a pas étonné. Parce que les gens cherchaient quelque chose d'entre deux, et les en même temps. C'est pour ça que c'est à cause de nous et grâce à nous que le président Macron est élu et réélu. Parce qu'en fait, quand en 2022, il a été réélu, il est élu sur la fragmentation des forces politiques républicaines. Et du coup, bah, la droite républicaine et la gauche républicaine n'ont pas réussi à avoir des candidats suffisamment forts pour prétendre à quelque chose. Emmanuel Macron a, pour moi, jamais quitté l'Élysée réellement pour faire campagne réellement comme d'autres présidents. Il était, pour moi, selon moi, on était trop pas réveillé du tout. C'est à la mode de dire woke, éveillé. Donc, on n'était pas assez woke pour contester quoi que ce soit. Donc, en fait, on était endormi. Et lui, là, en profite. Il est plutôt intelligent, plutôt cultivé. C'est un président pur et dur de la Cinquième République. Il utilise tous les outils de la Cinquième République et ses règlements. Et il a le droit. Donc, il est dans son droit. Il a été élu au suffrage universel 2 fois. Il a la légitimité populaire qu'on peut contester, mais il peut, comme il fait très bien, bah, appliquer son programme à la lettre. Contrairement à d'autres présidents passés, les 2 présidents précédents, ils n'ont pas forcément mis d'accord leur propre peuple, alors que lui, il applique son programme stricto sensu et il va même plus loin parce que il est même il peut même dépasser ce qu'il pense parce que il a déjà prévenu que de ce qu'il allait faire. Donc moi je suis pas étonné qu'il soit déterminé jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire 3 ans et demi, donc c'est dans longtemps. Donc il fera tout en son pouvoir pour appliquer son programme comme il l'a décidé de faire. Et il y a que le mouvement citoyen et social qui va pouvoir faire quelque chose. Et après,
ça aura une répercussion politique derrière avec les forces républicaines, notamment de la gauche, qui doivent arrêter les querelles et s'unir sur un dénominateur commun qui est l'égalité, la liberté, l'égalité, la fraternité, comme font les forces vives aujourd'hui. En ce moment même, eux, ils sont plus éclairés que les hommes et les femmes politiques qui se tirent dessus. Je parle en France de la gauche, des gauches, qui doivent se rassembler pour prétendre un jour à diriger ce pays et à retisser des liens. Parce que, comme tu l'as dit, quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a fait des dégâts qu'a essayé de réparer Hollande, mais il avait pas un mandat, c'était pas suffisant pour rassembler la France. Il aurait fallu un deuxième mandat. Mais même Hollande a fait des erreurs et du coup, il a lui aussi fracturé son propre peuple. Et du coup, arrive Macron avec un projet tout neuf, tout beau, tout neuf. On pensait que ça n'a pas duré très longtemps. Et on se retrouve avec un discours aux accents très Nicolas Sarkozien que j'ai entendu. J'ai cru entendre Nicolas Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy, la semaine dernière. J'ai été bluffé. Même les mots, les termes, les slogans, tout ce qu'il a dit, ça me faisait penser au président Nicolas Sarkozy. Donc du coup, si ça n'a pas choqué les gens, bah, faut pas s'étonner de ce qui se passera dans les années qui viennent. À force de fracturer la France, à force de fracturer les corps intermédiaires, ceux qui font le tampon entre le pouvoir politique et les citoyens, de traduire les espérances populaires et de faire en sorte. Là, je vois aussi, il y a les agriculteurs qui se sont mis et du coup, voilà, et qui vont peut-être réserver des surprises. Tous ces mouvements se coalisent. Il peut avoir un effet de gilet jaunisation de la France et de non-contrôle de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme ça que soit ça fait la contagion et du coup tous les mécontents se disent on converge, et ou malheureusement ça s'affronte et ça part en n'importe quoi et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. La France, c'est une poudrière. Elle peut soit basculer d'un truc positif, ou soit ça peut être pire. Il y a des secousses, il y a des émeutes, il y a des choses, il y a des manifestations, il y a d'autres. Et le discours politique, comme il est assez lointain du citoyen, où on a l'impression qu'il ne nous écoute pas et qui est fait par rapport à son agenda politique et qui se dit qu'il a raison contre nous, alors que il nous écoute pas. Et le fait de ne pas être écouté par les pouvoirs politiques, ce que j'ai vu quand j'ai fait mes tournées avec la Maison des Potes, c'était qu'on est redescendu sur le terrain, reparler avec les gens. Il pouvait y avoir 2 personnes ou 50 000 personnes dans nos réunions. On parlait avec les gens, on respectait les gens, on les écoutait et on les faisait monter à Paris pour des rencontres nationales qui duraient plusieurs jours avec des personnalités européennes, des députés, etc., de reconnecter ces citoyens avec les pouvoirs politiques, publics, institutionnels. Et du coup, ça marchait. De notre côté, d'autres font la même chose. On n'est pas tout seul. Mais ce que je vois du pouvoir macronien, c'est que malheureusement, il prend des décisions. Comment nous on le ressent, c'est comme si on n'était pas écouté ou qu'on était sous-estimé ou qu'on était invisible et que peu importe ce qu'on fait, il appliquera son agenda et puis il a beau faire des conseils citoyens, conseils n'importe, des chambres d'enregistrement et on se dit qu'on n'est pas écouté, que nos propositions ne seront pas écoutées parce que pas légitimes, parce qu'on n'est pas élu, parce qu'on est voilà. Et du coup, ça c'est quelque chose qui fait que paradoxalement, on se mobilise encore plus parce qu'on se dit si on n'est pas écouté, on va frapper plus fort et de plus en plus fort et jusqu'à la rupture, le point de rupture. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'aussi, c'est de dire, mon podcast, il est normalement pas très politisé, mais là, c'était aussi important parce que c'est important aussi de regarder. Normalement, je parle de spiritualité africaine. Je suis quand même, je reste une toubab qui parle de spiritualité africaine. Si Dieu m'a fait blanche, des fois, je dis c'est que c'est depuis là que je dois parler. Et en fait, c'est aussi de se rappeler, on peut pas regarder ces spiritualités-là, on peut pas regarder l'Afrique sans s'interroger au niveau politique, sans s'interroger sur notre propre racisme, parce qu'on a beau dire on n'est pas raciste, en fait, si on gratte, il y a un moment où on est raciste. Et
Voilà, il y a des moments où on aura des remarques. Moi, la dernière fois, je sais plus, je parlais des Chinois, on me dit, mais il n'est pas chinois. Je dis, ouais, mais c'est terrible. Je me suis repris, je me dis, mais Virginie, il est thaïlandais, c'est pas un Chinois. Mais voilà. Et là, je suis dans ma zone de racisme et de non-considération de l'autre, en fait. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître drôle, mais c'est une non-considération de l'autre et de sa différence. Et justement, moi, quand j'ai toujours ce discours d'essayer vraiment de faire découvrir aussi les spiritualités africaines, de faire découvrir l'Afrique, on doit se souvenir qu'on le regarde en général depuis l'Europe. Et depuis l'Europe, je l'ai vu malheureusement des fois le regard depuis quelqu'un qui est afro-descendant depuis l'Europe, qui peut être très condescendant aussi, hein, je mets un peu les pieds dans le plat, hein, qui peut être très condescendant vis-à-vis de l'Africain originaire d'Afrique. Et aussi de l'Européen. Et je me souviens d'une chose assez terrible. On était à un repas du travail de mon mari, et son boss est très bienveillant, très gentil, et mon mari parle des crocodiles sacrés de Sanou au Burkina. Et son chef très très simple, mais pas méchant, il lui dit, mais le crocodile, ça veut rien dire qu'il est sacré. Et mon mari lui dit, non, le crocodile, il est sacré. Et malheureusement, moi, en tant que toubab, quand je peux regarder le boss, et je lui dis, mais t'as déjà voyagé toi en Afrique? Non, tu sais pas ce que c'est en fait. Quand le crocodile il est sacré en Afrique, le crocodile il le sait qu'il est sacré. et malheureusement, du coup en tant que blanche, il y a un moment, un petit switch qui se fait en disant malheureusement, je crois qu'il y a une position un peu comme ça, mais c'est de pas oublier aussi l'histoire. Et pour moi, des fois, on va se dire la Suisse, on n'a pas depuis là où on est, la Suisse, elle est pas neutre hein, dans la colonisation. La Suisse n'est de loin pas neutre dans l'économie mondiale. Et c'est aussi de dire, depuis l'Europe, où qu'on soit, comment on va regarder aujourd'hui les continents africains. Et c'est terrible, c'est comment le Maghreb va regarder l'Afrique noire aussi. Hein, on le voit en pleine canne en ce moment. C'est pas forcément facile. Et comment après, on va le voir. Bon, moi, je connais un peu plus l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, c'est comment on voit les spiritualités, ces spiritualités-là, ces courants, ces traditions. Et c'est aussi une question que j'avais, c'est comment toi, en tant que donc des parents quand même, hein, qui étaient encore bien imprégnés de la culture africaine, comment toi tu vis ces rites qui peuvent parfois, même sur les personnes d'origine africaine, qui peuvent paraître primitifs? Comment toi tu le vis? Moi, j'ai jamais trouvé ça bizarre, ces spiritualités africaines, paradoxalement, parce qu'en fait, la religion monothéiste et la culture de mon ethnie, ça n'a jamais rentré en conflit. Il n'y a jamais eu de conflit entre l'islam et la culture locale et les spiritualités locales. Donc, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas d'anathème qui étaient jetés sur les uns les autres et leur conduite et leur comportement. Chacun se respecte et chacun respecte les histoires. Nous, depuis qu'on est petit, il y a les griots ou nos oncles, nos tantes qui nous racontent l'histoire de la famille sur des siècles, etc. Et du coup, il y a eu plein de choses qui s'est passé. On est passé des spiritualités anciennes à une spiritualité au Dieu unique. Mais ils nous ont expliqué, ça n'a pas été brutal, en tout cas dans mon secteur, il n'y a pas eu de marche forcée vers l'islam, il n'y a pas eu d'évangélisation forcée, de choses comme ça. Non, ils ont accepté l'islam parce qu'ils respectaient les us et coutumes locales. Et sur cette spiritualité, qui est pour moi commune avec d'autres spiritualités du monde, il y a une valeur qui est dans mon livre, qui est comment ça se fait que des personnes qui ont grandi de 0 à 3 ans avec des rites et des traditions issues de leur pays, quand ils vont à l'école, c'est pas la guerre civile. C'est parce on a appris que un homme égale un homme, une femme égale une femme, que être humain, on est ensemble. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, tu t'associes avec quelqu'un, tu es obligé de faire des choses. Tu es obligé de t'associer avec des gens sans conflit pour pouvoir avancer, qu'il y ait une espèce de justice, parce que eux, ils ont leur propre justice. C'est-à-dire qu'ils règlent les conflits entre eux, et que sociaux, matrimoniaux, financiers, politiques, etc. Ils les règlent entre eux avant, si problème, le passer à la justice civile, au pouvoir civil. Et du coup, toute cette solidarité-là qui est
organique, qui est familiale, elle s'est pas perdue, en tout cas chez nous. Et nous, il est chef du village aussi, qui est encore un point. Hein. Exactement. Mon mari, Dougoutigui, vraiment le chef du village qui a encore une poids. Puis il y a un côté légal du chef du village qui va faire la régulation. Ouais. Bah oui, parce que les pouvoirs légaux, entre guillemets, qui sont élus au suffrage universel ou nommés par les États fédérés, bah eux, ils savent que ça existe, mais ils perturbent pas le fonctionnement en parallèle. Donc c'est pas, ils savent que c'est complémentaire et même des fois arrangeant pour les pouvoirs en place, d'avoir une justice, on va dire, coutumière, gérée de manière ancestrale et qui a toujours fonctionné comme ça. Après, il y a des travers, mais tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, et de transposer en France, d'avoir cette spiritualité, parce qu'en fait, je suis là, quoi qu'il arrive, parce que c'est des millénaires ça change pas, en fait. Et cette spiritualité qui est cette fraternité, quand on s'interroge sur quelles soins on porte à nos aînés, quelles soins on porte aux démunis, quelles soins on porte aux SDF, et ça va au-delà de la politique politicienne dont on vient parler tout à l'heure. C'est de la politique avec un grand P, c'est comment vivre en société. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y a du lien et qu'il y a des choses positives qui se passent entre les différentes, sans complaisance, sans autorité, mais c'est-à-dire que c'est déjà comment vivre ensemble, mieux vivre ensemble avec nos différences. Et cette spiritualité africaine de respect des aînés qui nous ont vus grandir, qui nous ont aidés, accompagnés, ceux qui sont, entre guillemets, bien. Je parle pas ceux qui prennent un mauvais chemin. Je parle de ceux, parce que ça peut ne pas être notre mère, notre père, ça peut être notre oncle, notre frère, ça peut être le voisin, ça peut être quelqu'un qui est complètement étranger et qui a eu un lien, entre guillemets, spirituel, un lien fraternel avec cette personne. Toute personne qui fait une communauté, parce qu'il y a des gens, il y a des familles qui sont toxiques. Donc, du coup, et la spiritualité et la fraternité est là pour guider. Et puis, les actions que tu mènes montrent comment la personne et les projets, qui peuvent être de tout type, toute nature. Et du coup, cette spiritualité africaine, elle est ancrée en nous, qu'on le veuille ou non. Et on agit dans ce cadre-là. Ça nous fait avancer, évoluer. Bien sûr qu'on a trié, nous, individuellement, par rapport à nos histoires, on a trié ce que nous, on souhaitait prendre et ce qu'on souhaite écarter. Et on l'a mis, nous, enfants nés en France. Pour moi, en Seine-Saint-Denis, j'ai récupéré ce que moi, je trouvais utile à ramener en France, entre guillemets, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon entourage, etc. Et d'avancer et de construire un nouveau truc. C'est un truc qui évolue, de toute façon, la spiritualité. Ça évolue en fonction de tes humeurs, tes rencontres, le travail, les associations, etc. Plein de choses. Et du coup, Puis c'est le vivre ensemble, c'est très juste, parce que souvent, on le verra dans n'importe quel milieu, mais souvent, ça va être... des fois, il y a des gens, je fais un petit peu peur. Des gens me disent, mais moi, je vais à l'église le dimanche, du coup, je peux pas venir te voir. Puis en fait, tu es là, mais c'est pas que où, en fait, tu vas pas voir que Jésus ou tu vas pas que à la mosquée. Et en fait, il y a le et qui est possible. Et il y a le et de plein de manières. Et dans les spiritualités africaines, c'est quel regard on va porter où, traditionnellement, n'importe quelle personne qui s'est pas posé la question, elle voit spiritualité africaine, elle te pose le mot vaudou, qui est déjà une petit aspect béninois voilà, déjà une tradition dans un pays et donc qui est loin d'être représentatif, de loin pas toute l'Afrique, qui est vraiment de loin pas. Et puis après, c'est de dire et d'avoir toutes les projections qui sont encore des projections coloniales de du rite. Alors on va encore sacrifier des animaux dans beaucoup de rituels, mais comme on le fait dans le chamanisme, comme on le fait dans les confessions hébraïques. Et du coup, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on a, quel regard on porte et comment on sort de ce regard qui est encore colonialiste et comment on arrête aussi d'avoir cette condescendance européenne. Et si j'avais un message, c'est est-ce que toi, tu arrives à dire comment, parce que c'est presque ancré dans les gènes d'un blanc, et je suis un peu trash quand je le dis, d'être condescendant vis-à-vis de l'Afrique. Hormis des personnes qui ont voyagé
il y a des blancs qui ont voyagé, du coup, qui ont rencontré, qui ont du coup arrivent sur des pieds d'égalité. Moi, j'ai rarement vu vraiment des personnes où il n'y avait pas cette condescendance déjà. Moi, en fait, je pense que c'est les rencontres avec d'autres cultures, avec d'autres spiritualités, avec d'autres méthodes de pensée, mais de la vraie mixité, quoi. C'est-à-dire de la vraie mixité, ça veut dire d'avoir plus de Maliens de telle ethnie, d'avoir plus de Sénégalais de telle ethnie, de Burkinabés dans telle. En fait, il faut que il y ait plus de frontières psychologiques à discuter avec des personnes différentes. Il y a des spiritualités asiatiques, il y a des spiritualités d'Amérique latine et du Sud, il y a des spiritualités en Europe même, il y en a qui ont des spiritualités qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas musulmanes, qui ne sont pas juives, et qui ont d'autres spiritualités d'époque comme nous, les spiritualités africaines, entre guillemets. Donc en fait, c'est de parler avec ces gens, de les rencontrer sans préjugés, de faire en sorte que cette parole, elle soit sans préjugés. C'est-à-dire que moi, je ne préjuge pas de ce que tu es. Peut-être t'es patron, peut-être que tu es quelqu'un qui a voyagé, etc. Moi, je te partage un truc que peut-être tu connais pas, peut-être que tu as trouvé ça fou ou tu vas pas me croire au début. Et puis, plus on va se rencontrer, plus tu vas comprendre que même toi, tu vas me dire des choses, je vais pas te croire et je vais pas. Et vice versa, en fait, c'est du partage d'idées, de discussions, manger ensemble, faire du sport ensemble, partager de la musique, se rencontrer. En fait, le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est un problème et pas un problème. Les réseaux sociaux, c'est un formidable outil pour faire la promotion de plein de cultures, plein de spiritualités, etc. C'est super. Mais il manque un peu la phase rencontre physique, en fait, où il faut se servir de cet outil pour qu'on puisse faire des rencontres autour d'un verre, autour d'une fête, autour d'un sport, autour de la bouffe, autour de je ne sais quoi. En gros, se rencontrer, et dialoguer, ouvrir. C'est ça. À la base, la spiritualité, c'est le lion des institutions religieuses. Il y a des institutions religieuses avec des livres saints, etc., des codes ou ce qu'on veut. Et la spiritualité, c'est l'âme. En fait, c'est l'âme des gens. C'est-à-dire que là, c'est là, on te demande pas de réciter des versets, etc. Là, on te demande d'avoir une compréhension de l'humain à travers un outil qui peut être une spiritualité, ça peut être le voodoo, ça peut être n'importe quoi, l'islam, machin. C'est là ton âme. C'est-à-dire que tu auras beau être de cette spiritualité, mais si tu n'arrives pas à respecter l'autre, si tu n'arrives pas à dialoguer avec l'autre de manière dépassionnée, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, hein, quand on parle de spiritualité, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien à perdre, personne ne perd quelque chose, pas d'argent, tu perds peut-être ton temps, parce que peut-être ça ne t'intéresse pas, peut-être ton temps, allez à la limite. Mais c'est une découverte, c'est une richesse de connaître l'autre, de voyager, de connaître les autres, de partager. Il y a des systèmes de valeurs qui sont différents, mais qui pourraient peut-être, tu pourrais prendre une partie de cette spiritualité ou de cette culture pour la transmettre autrement, je sais pas. En fait, il y a possibilité de faire quelque chose, en fait, de ce partage. Il y en a qui font de la restauration en faisant de la fusion. Il y en a qui font des livres en faisant de la fusion. Il y en a qui font de la musique en faisant de la fusion. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais, de la musique, de la culture en général, des tableaux, etc. Il y en a qui font du sport. Et le sport, c'est un bon lien en plus, on parle de la CAN où il y a un univers mystique autour de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, où des fois, il y a des buts qui ne sont pas marqués parce que je sais pas quoi, où il y a des choses mystérieuses qui se passent. Mais ça fait partie de la magie de la CAN. Et même la religion du football. Le football est peut-être une des religions, en tout cas, presque universelle. Ouais. C'est ça. Un ballon, et puis après, des fois, quand ça rentre pas, on dit qu'il y a quelque chose enterré sous les cages, etc. Bon, ça peut faire sourire des uns, ça peut être sérieux pour d'autres. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas.
En tout cas, il y a plein de choses qui sont dites et qui parlent de la mythologie et des spiritualités d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont à peu près d'accord sur ces spiritualités autres que les monothéistes. Soit c'est du folklore, soit c'est très sérieux, mais ça permet d'échanger et de pouvoir discuter de manière conflictuelle parfois, mais après ça se détend en se disant oh, tu sais, tu connais nos pays, voilà, telle ethnie, ils font ça, telle ethnie, ils font ça. Ah oui, je savais pas. Et nous, ah, tu sais que nous, les Berbères, on fait ça. Ah oui, tu sais. Voilà, quand je parle avec des païens en Europe, bah, eux, ils ont leur rite, donc ils croient en des choses, etc. Et tu te dis, bon, c'est beau de découvrir ça, quoi. C'est cool de parler de ça, de ces spiritualités, ça mange pas C'est de pain. très juste ce que tu dis, parler des païens. Je vais juste partager une fois. Donc, faut pas oublier, parce que pareil aussi, on peut être condescendant de dire la magie noire et la sorcellerie, c'est de l'Afrique, là. Ouais, mais chez nous, là, ça. il y a aussi. Et je me souviens d'un rituel où j'avais dû amener des personnes, des fois, j'étais devant donc le fétiche en transe. Donc à un moment, le fétiche il parle. Donc c'est vraiment quelqu'un d'autre qui parle de d'ailleurs. On me croit pas, c'est pas grave. Et je me souviens, je parlais d'un cas et j'expliquais au fétiche. Je dis là, il y a encore. Et je me souviens du fétiche qui me regarde et qui fond en larmes et qui me dit mais là, d'où tu viens là? Il y a vraiment trop de la sorcellerie. Et moi, je me souviens d'avoir ce fétiche africain. Donc c'est de la personne en transe qui pleure à chaudes larmes pour dire que chez vous, il y a quand même des sacrés coups. Ben moi, ça m'avait bien recadré sur la sorcellerie africaine. T'es là, non, il y a bien des choses aussi chez nous. Effectivement, il y a des choses païennes. Je dirais déjà la jalousie, elle est internationale, puis c'est la plus dure des magies noires. Et vraiment, et c'est des savoirs qui sont, c'est pas que en Afrique, il y en a bien, et c'est partout en fait. C'est universel. La magie noire, c'est bien une spiritualité universelle. Et bah, en tout cas, par exemple, rien que le fait qu'on parle de ça, pareil, il y a des personnes, on parle de ça, ils peuvent, je ne sais, je sais pas, ils peuvent esquiver le sujet, ils peuvent prendre peur, ou ils peuvent dire on est fou, on est machin. Non, c'est comme ça qu'il faut discuter, moi, je pense, sans préjugés, voilà, sans se dire voilà, oh, je te crois pas, oh, je sais pas quoi. Non, il faut se laisser aller tranquille, c'est-à-dire que on vit des expériences et autres, et on partage des informations que, par exemple, moi, je ne connais pas, ou toi, tu connais pas, et puis on avance, et puis je pourrais repartager cette information en disant, tiens, Virginie, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de spiritualité, bah, je pourrais dire, bah, allez voir Virginie. Et s'il y a des spiritualités africaines, bah, il y a peut-être Slimane qui connaît, ou qui connaît quelqu'un qui est plus précis que ça. Voilà, en fait, c'est un partage, et les gens sont curieux de toute manière, de nature. Donc, ils vont poser des questions, ceci, cela. Donc, c'est ça. Et c'est vrai que, pour revenir au livre, il y a cette ligne-là, il y a un peu une narration spirituelle, dans le sens où il y a un hommage aussi aux morts, en fait, aux disparus, à ceux que j'ai croisés, qui m'ont encouragé dans cette voie. Et moi, je crois beaucoup au fait que les morts ne sont pas morts, déjà. Voilà, il faut juste des fois le rappeler, les morts ne sont pas morts. Et qu'on continue seulement leur œuvre, et ils nous ont juste indiqué, et ils sont toujours là à nos côtés pour nous accompagner vers ce à quoi on doit aller, tant qu'on y croit, tant qu'on croit à comme dirait François Mitterrand lors de sa dernière allocution aux Français, il dit je crois aux forces de l'esprit. Il disait ça. Et ça avait étonné tout le monde à l'époque. Et du coup, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la dernière partie du livre, c'est à toutes ces poussières d'étoiles, de lumière qui m'ont accompagné et qui sont disparues. Déjà, je ne lâcherai pas le combat. Et deux, je sais que vous m'accompagnez. Vous êtes là dans les moments difficiles. Vous êtes là dans des moments joyeux. Je sais, là où vous êtes, bah, vous êtes, j'espère, content, en gros. Et ne vous inquiétez pas, bah, je vais continuer encore à casser des barrières, encore avec votre aide. C'est eux aussi qui te poussent. Tu te dis,
telle personne t'a dit ça, elle est plus là, donc tu continues, tu continues, tu continues. Et l'engagement, les engagements, qu'ils soient citoyens, spirituels, religieux ou autres, bah, c'est aussi des personnes que tu as croisées et qui t'ont dit un jour et que tu connaissais pas forcément, hein, parce que la plupart des gens, je n'ai pas grandi avec eux, j'ai pas de lien de sang avec eux, je les ai croisés dans des contextes particuliers. Pour moi qui crois pas au hasard, donc du coup, ça me surprend pas, outre mesure, mais qui ont dit des choses et qui te disent des choses qui se sont révélées justes, vraies, et plus tard, parce qu'on n'a pas conscience de tout, des fois on est jeune et un peu stupide, donc du coup bon, on prend ça à la légère et des fois ça revient comme ça, on dirait comme si quelqu'un te soufflait, te disait ah t'as vu, je t'avais dit, et puis en fait ben voilà, tu continues, tu continues, tu continues. Du coup c'est pour ça que aussi je l'ai appelé Autopsie ce livre. Je l'ai appelé Autopsie parce que fallait que je revienne sur ça, ce lien spirituel, ce lien entre le vivant et le mort, et les morts, pardon. Cet hommage aux morts, ce chemin des morts qui m'a accompagné, parce que j'ai eu beaucoup de morts sur mon parcours. Et du coup, c'est important aussi d'avoir aussi un champ lexical empreint de spiritualité, empreint de lien social, empreint de fraternité. Et après, je vais continuer. Le second livre que j'aimerais, ça va être sur les funérailles. Parce qu'une fois qu'on fait une autopsie, on fait des funérailles. Et puis après les funérailles, c'est le deuxième livre. Et le troisième livre, ça sera la Renaissance. Et du coup, c'est une image symbolique. Pareil, c'est une trilogie qui veut dire qu'il y a un continuum spirituel dans le cheminement d'un... Là, en fait, je viens de mourir. La fin des potes, c'est la mort d'un pote. Et moi, en fait. En gros, c'est moi. C'est moi qui suis mort, en fait, et qui vous parle de si j'avais été mort à ce moment-là du film, il y a 2 ans et demi, ben voilà ce que je vous lègue, les gars, mes enfants, tout ça, ce que j'ai fait, ce que moi je pense avoir fait, contribuer à la société, et je suis pas encore mort. Et du coup, bah, je peux entamer un deuxième livre qui est les funérailles de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ces funérailles des illusions perdues, mais qui a quand même des utopies, quelques utopies encore à faire. Ouais, tu partages beaucoup d'espoir encore. Toi, tu as encore d'espoir. Ouais. C'est ça. C'est comme mon dernier chapitre. Donc, c'est quelques touches d'espoir, comme dirait Assassin, et du coup, le groupe mythique, et du coup, de rap. Et du coup, bah, j'ai quelques touches d'espoir, et je me dis, quand même, l'humanité n'est pas vouée à l'échec. Et que l'homme, après, je suis plutôt d'une tradition où l'homme n'est pas bon, mais le devient avec la société, et pas l'inverse. L'homme naît bon, l'homme avec un grand H, hein, je parle femme et homme, et corrompu par la société. Moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je pense que l'homme avec un grand H naît mauvais et devient bon par la société. Enfin, j'espère, on verra. On verra à la fin ce que je dirais. Mais pour l'instant, en 2024, je dis on s'améliore au contact de gens de la société, et c'est du libre arbitre, en fait. C'est ton libre arbitre et c'est ta spiritualité, pour le coup. Et je pense qu'on a toute une spiritualité, qu'elle soit sans Dieu, avec Dieu ou avec des totems, on va dire, qu'on a choisis. Et on a cette spiritualité qui nous lie avec les autres, cette énergie qui nous lie avec les autres. Il y a des énergies, des bonnes énergies avec lesquelles on veut connecter. Il y a des mauvaises énergies qu'on sent direct, et des fois on se connecte par erreur. Et du coup, bah, on rebrousse ce chemin. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'itinéraire. Et du coup, on y va. On y va. Et la spiritualité africaine m'a permis de me connecter à l'autre et de faire confiance à l'autre, même si je suis quelqu'un qui a pas une grande confiance aux gens. Je fais pas confiance aux gens, je donne pas ma confiance aux gens comme ça. Mais parfois, mon instinct me dit, fais-lui confiance. Et quand je fais confiance à la personne, je lui fais confiance jusqu'à que je sois déçu, bien déçu, et c'est fini après. Je romps le lien spirituel, comme on dit.
Ce que je trouve cool donc dans ce que tu partages, Slimane, donc tu parles de cette autopsie. C'est vrai que je te l'avais dit quand j'ai dit, mais il y a une mise à nu dans ton ouvrage parce que tu partages tes doutes. Il y a pas de, on sent que t'es pas dans le. Toi, tu partages tes défaites. C'est de loin pas un ouvrage qui va te mettre en valeur dans le sens valoriser comme tu es. Slimane est magnifique dans le parcours du militantisme. C'est pas du tout ça. C'est vraiment vraiment. Ouais, c'est une mise à nu et ça c'était très touchant aussi parce que c'est là où on arrive à vraiment rentrer dans ton ouvrage et on arrive à se reconnaître aussi en tant que humain passionné et dire lui il avait son truc quoi, il est passionné et même dans sa passion il y a des moments il a des doutes et ça pareil on peut tous s'identifier à toi à un moment donné et ça j'ai trouvé magnifique dans ton ouvrage. Parce que t'as raison. J'ai volé ton temps là. Hein. Vas-y, rajoute. Parce que moi, tu fais attention, je te vole le temps avec ta famille, c'est toi qui me dis stop. J'en finis par ça. Je disais, en fait, j'ai lu beaucoup de livres où les gens font l'autopromotion et ne disent pas l'autre côté qu'ils ont tous vécu. C'est leur moment de doute. Et Descartes m'a beaucoup aidé. Descartes, les philosophes, qu'ils soient ici ou d'ailleurs, africains. Il faut reconnaître quand on a échoué. Il faut reconnaître quand on n'a pas pris de bonnes décisions. Il faut reconnaître, il faut dire la vérité aux gens. Faut pas se mentir. Et autopsie d'un universaliste, c'est ça. Il y a des choses que j'ai pas réussi. Il y a des décisions que j'ai pas bien prises. Il y a des choses que j'ai pas, mais j'ai fait quand même des choses pour améliorer avec mes outils l'harmonie ou la société. Et du coup, c'est ça que j'ai essayé de livrer et de dire aux gens, il y a une face A et il y a une face B. Et on est comme le signe des Gémeaux, on a deux visages. Et puis, on a le bon, on a le mauvais. Et puis, des fois, on suit et on essaie d'être dans le droit chemin, dans le chemin du milieu. On essaye. Et ce livre aussi, pour finir, c'est la voie du milieu d'un antiraciste. Il y a des radicalités qui s'opposent, mais moi, j'ai choisi de pas me confronter aux gens. J'essaye de raisonner par rapport à ce qui m'est arrivé et de traduire. J'essaye, et c'est une lutte, de me mettre au niveau des personnes, comme on se l'est dit, un Africain, un Asiatique, quelqu'un qui vient des territoires d'Océanie, d'essayer à chaque fois de me mettre à sa place. Et c'est dur. Comme tu as dit, quand on se sent supérieur parce qu'on a fait Bac+5, parce qu'on a un parcours, parce qu'on bosse dans des grandes organisations médiatisées et tout, c'est dur de redescendre en bas et de parler au petit peuple. Et des fois, c'est pour ça qu'on a tous une part de Macron en nous, d'Emmanuel Macron, le président de la République. Parfois, on se sent surpuissant quand on parle aux gens. Parfois, on a des certitudes. Parfois, par nos expériences, on est trop cassant, blessant envers les uns et les autres. Et il n'y a que les gens qui nous aiment, qui nous disent « Ah ouais, en fait, tu as été loin, là, cette fois-ci. » Il y a des gens qui ne te le disent pas, et il y en a qui te le disent. Et ce livre, c'était aussi un peu casser ce mythe « Ouais, Slimane, le grand militant, nanana, il est à fond, etc. » Ouais, mais l'idée de livre, vous allez voir que j'ai milité, mais vous aussi, vous pouvez militer déjà, un. Et deux, nul n'est infaillible, nul n'est irremplaçable. Je peux être remplacé par quelqu'un d'autre, plus jeune, plus vieux, plus dynamique, plus beau, plus moche, n'importe, mais qui a cette arme en fait. Et ça, il faut pas iconographier, starifier, nous starifier à l'autre de la starification sur les réseaux sociaux de personnes qui sont éphémères. Moi, je suis dans la durée. C'est pour ça que je fais ces livres pour dire il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois où je suis à fond en militant, des fois je suis down parce que je fais autre chose, je prépare autre chose et je reviendrai et après je redescends et je reviens et c'est comme ça et c'est ça la vie en fait. Et du coup, Slimane, moi, si j'ai une dernière question, c'est toi, il me semble que tu avais un nouveau projet pour cette année 2024. Toi, tes prochains projets, c'est quoi? Si j'ai encore le droit de te poser une question. Déjà, c'est avec mes collègues de réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C'est très important. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques. C'était 1919, je suis même pas 1924, pardon, et j'étais pas né. Et du coup, ça, c'est professionnel, ça. Et après, c'est d'entamer la longue route d'un second livre dont je parlais sur les funérailles d'un républicain de la génération 87. Et puis, pareil, soutenir des entrepreneurs et des entrepreneuses ou des projets,
citoyen et politique en 24, quand je peux, de les aider, de continuer à aider, de soutenir les invisibles, ceux qui n'ont pas de réseau, ceux qui ont du mal, ceux qui souffrent, et d'essayer aussi, cette année, d'être le plus efficace possible pour ces gens-là et de pouvoir les aider au mieux, avec le temps que j'ai, surtout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est moi, mes projets, ça va être ça, ça va être, et pour après les Jeux, parce qu'après les Jeux, c'est de pouvoir me consacrer à 100% à mes projets personnels, privés, et de pouvoir faire en sorte que ceux que je côtoie soient le plus heureux possible, qu'ils aient du bonheur, de l'amour, de la Amen. tendresse, etc. Amen. Je précise que je ne suis pas pasteur ni imam, hein, ou prêtre de telle spiritualité, hein. Je partage juste le sentiment, parce que c'est pas évident de tout gérer en même temps pour un humain normal, constitué. Et du coup, bah, j'ai des vœux, on verra si ça se passe. Tu me réinviteras peut-être en 2025 pour dire alors ton bilan 2024. Mais j'ai pas fait de résolution pour 2024. Ça m'arrive comme ça. Je sais qu'il y a des projets à valoriser. Ça, je suis un entrepreneur de projets. Et puis, il y a des formidables énergies autour de moi qui se battent au quotidien, qui sont des entrepreneuses, des entrepreneurs, des forces vives. Cette positivité. C'est hyper beau ce que tu dis, Slimane, hein. C'est hyper beau aussi dans ce monde où aujourd'hui, en fait, on est à la course aux followers, même en tant qu'entrepreneur. Il faut que l'entreprise, elle soit, et à un moment dire, OK, c'est un levier, c'est difficile de composer sans. Moi, je suis toujours aussi dans un tango avec les réseaux sociaux. Si je pouvais, je couperais tout. Mais simplement, il faut faire la promotion des actions, puis c'est un levier. Donc, il faut juste... et voilà, il faut avoir le juste dosage, mais aussi de pas oublier que derrière, on travaille sur le long terme. Et dans l'éphémère des réseaux sociaux, où des fois, il y en a qui explosent juste parce que l'algorithme, je sais même pas si l'algorithme est encore compréhensible de nos jours, mais juste de dire, c'est pas ton follower, enfin, on le sait, hein, c'est pas le nombre de followers qui fait la qualité, et de pas oublier que quand on est investi dans une mission, on fait un marathon, et on fait un marathon d'une vie. Écrire un livre, c'est pas rentable c'est pas rentable immédiatement, puis on le fait même pas pour l'argent. C'est vraiment pour laisser une trace. Là, c'est un message sur du long terme. C'est pas un post Instagram. Et ça, c'est ce que les spiritualités d'Afrique nous disent. Quand Amadou Ampateba il dit le baobab, il dure au-delà de nous même. Il y a des animaux, il y a sa vie tout seul. Il y a plein de peuples qui se sont posés autour de baobab millénaires. Ils sont passés, ils sont morts, mais ces baobabs, ils tiennent toujours. C'est un peu ça, l'engagement. L'engagement, moi, je suis rien comparé à des grands comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, comme d'autres, Voltaire, ou d'autres dans l'Ancien Régime qui se sont battus contre la monarchie absolue, etc. On n'est rien en fait. C'est-à-dire on est juste comme je le dis dans le livre, on est des passeurs d'engagement. Et ceux qui nous rencontrent, moi j'essaie de les accélérer comme je peux. Et après, eux aussi m'apprennent des choses. C'est-à-dire que c'est réciproque. Et l'année dernière, des entrepreneuses, elles m'ont beaucoup appris sur plein d'autres choses de la vie, etc. Donc, en fait, c'est réciproque. En fait, il y a les échanges. Les spiritualités, c'est ça, c'est les échanges réciproques. C'est une énergie, plus une bonne énergie, ça donne une méga énergie. Et tous ensemble, on réussit. Même si ça se voit pas tout de suite. Mais on crée quelque chose de durable. Et tu as raison. Moi, je suis un militant de l'engagement durable. Et l'engagement durable, il n'est pas linéaire. Il est fait de haut et de bas. On peut utiliser des outils. On a, au XXIe siècle, les réseaux sociaux. Avant, il y avait des journaux qui se vendaient à tous les coins de rue. C'était les réseaux sociaux de l'époque. À une autre époque, d'autres choses, les crieurs publics. Donc, on n'invente pas l'eau chaude. On vit avec notre époque. Et on a besoin de s'exposer un petit peu. Et ça, c'est pas grave. Et puis, mais sauf que et comme la spiritualité, pour moi, c'est profond, comme tu le dis, comme l'engagement. Une spiritualité, elle n'est pas temporaire, elle est permanente. Donc, ça veut dire que, et après, elle aussi, en fonction de nos humeurs et de notre mood du moment. Et comme l'engagement, ça dure, ça perdure. Et puis, on a des coups de mots, on a des
coup d'énergie, d'accélérateur. Il faut juste tenir bon. Et jamais oublier, je le dis toujours, ses rêves de gosse. Moi, j'ai des rêves de gosse et du coup, qui sont aussi mes utopies, qui sont au-delà de liberté, égalité, fraternité, laïcité, qui sont mes rêves de gosse. Et du coup, tant que ces rêves de gosse ne sont pas faits, du coup, j'arrêterai pas. Parce que c'est important de dire, quand j'étais gosse, je réfléchissais à ça. Et même si j'atteins pas ça, c'est pas grave. C'était une utopie et ce qui m'a poussé jusqu'à la fin à vouloir être ça. Et je dirais que c'est plutôt pas mal quand même. C'est top. Merci beaucoup, Slimane. C'est vraiment, je vais rester là-dessus. C'est vraiment de garder ses rêves, quels qu'ils soient. Effectivement, c'est très juste. Ouais. Et puis, ça va peut-être prendre toute une vie à les réaliser. Du moment qu'on fait un pas, on fait un autre pas, c'est exactement comme ça. Et effectivement, c'est le chemin de toute une vie de réaliser ses rêves de gosse pour certains. Merci beaucoup. Merci pour tout le partage. Merci pour toute la richesse. Merci. On est passé par la politique. On est passé par tes engagements. On est passé par aussi la fraternité, la définition de la fraternité pour toi, pour arriver finalement sur qu'est-ce que c'est tenir une mission de vie sur toute une vie? Qu'est-ce que c'est tenir un engagement sur toute une vie? Qu'est-ce que c'est tenir dans une société éphémère sur de la durabilité? Tenir sur le long terme, sur tout un chemin et garder ses rêves de gosse. C'est ça que je tire de la fin. Merci beaucoup, Slimane. Merci pour ta confiance. Merci, Virginie.